Bonjour, je suis Renos Vakis, économiste principal à la Banque mondiale et votre hôte pour accélérer le développement. Des idées pour un impact. Ce n'est pas un podcast ordinaire, mais une conversation basée sur l'IA, présentée par l'Institut de la Banque mondiale pour le développement économique, où nous décortiquons les dernières recherches avec un seul objectif en tête: transformer de grandes idées en un impact réel. Commençons. Merci pour cette introduction, Renos. Vous savez, pensez à une fois où votre téléphone a vibré avec un message d'un membre de votre famille vous mettant en garde contre un nouveau risque pour la santé. Ça a l'air officiel, c'est inquiétant, et avant même de vous en rendre compte, vous commencez à vous demander ce qu'il faut croire. L'angoisse de devoir déterminer si une publication en ligne est vraie ou fausse est devenue une question très familière de la vie numérique moderne. Aujourd'hui, dans notre émission, nous nous intéressons à un article fascinant intitulé Find the Fake, Boosting Resistance to Health Misinformation in Jordan with a WhatsApp Chatbot Game. Et il montre vraiment comment ces moments numériques du quotidien peuvent se transformer en défis majeurs pour les politiques publiques. Absolument, parce que la mésinformation et la désinformation sont désormais classées parmi les 32 risques mondiaux les plus graves. Il ne s'agit pas seulement de confondre. Les coûts directs dans différents pays et secteurs étaient estimés à environ 78 milliards de dollars américains en 2019. C'est un prix exorbitant à payer pour de mauvaises informations. Tout à fait. Et le problème est tout aussi visible à l'échelle locale. Prenons l'exemple de la Jordanie, où une étude a révélé qu'environ un quart des personnes interrogées croyaient que les vaccins contenaient des micropuces. Il n'est pas étonnant donc que la couverture vaccinale contre la Covid-19 en Jordanie est restée inférieure à 50% de la population en mars 2023, alors même que la pandémie touchait à sa fin. Imaginez un parent sur son téléphone portable dans la salle d'attente d'une clinique, qui cherche à prendre la bonne décision pendant que des rumeurs invisibles agissent activement contre les traitements efficaces. Exactement. Et ce scepticisme ne s'arrête pas à une seule maladie. Il peut se répercuter sur la confiance accordée à d'autres soins, comme les vaccins contre la rougeole, pour lesquels nous avons observé récemment des flambées d'épidémies. Alors, comment combattre quelque chose qui se propage aussi facilement? Une expérience aléatoirisée récente a testé une solution vraiment innovante en Jordanie auprès de 2851 participants. Les chercheurs ont utilisé un jeu sous forme de chatbot WhatsApp pour évaluer ce qu'on appelle l'inoculation psychologique ou la prévention anticipée de la mésinformation. Grâce à un chatbot appelé Find the Fake, les utilisateurs apprenaient à repérer des tactiques comme la manipulation émotionnelle, les faux experts et les images modifiées, en jugeant si des messages étaient trompeurs ou crédibles, tout en recevant un retour immédiat et ludique sous forme de scores et de badges. J'adore ce concept. C'est comme administrer un vaccin au cerveau contre les fausses informations avant qu'il ne soit contaminé. C'est exactement ça l'idée. Et cela nous amène à la première grande leçon en matière de politique publique. Les outils numériques complets d'inoculation, basés sur la ludification et conçus pour enseigner à comment distinguer les informations trompeuses des crédibles, peuvent améliorer la capacité du public à détecter la désinformation. Mais il y a une nuance essentielle. C'est là que ça devient intéressant, parce qu'ils ont testé 5 approches différentes pour voir ce qui marche vraiment, n'est-ce pas? Oui, il y a eu 5 groupes d'études. Ils ont testé un jeu de chatbot d'inoculation complet qui présentait à la fois des exemples vrais et faux, ainsi qu'un jeu plus court qui ne présentait que des exemples faux. Et ils ont également testé des infographies expliquant les mêmes techniques de manipulation, un format plus passif qu'un jeu, ainsi qu'une infographie placebo sur la sécurité routière et un groupe de témoins classiques qui se contentait de répondre au questionnaire d'évaluation. Exactement. Les résultats concernant la détection de la désinformation étaient frappants. Le jeu complet a augmenté la précision dans l'identification de la désinformation de 0,29 écart type par rapport au placebo. Donc, il aidait réellement les participants à repérer les titres trompeurs tout en reconnaissant ceux qui ne l'étaient pas. Exactement. Il a augmenté l'évaluation du caractère trompeur des titres fallacieux de 0,16 écart type et l'a diminué de 0,22 pour les titres véridiques. Leur jugement était ainsi beaucoup mieux équilibré. Mais qu'est-il arrivé avec le jeu court qui nous montrait peu des exemples faux? C'est l'une de ces politiques qui semble logique sur papier, mais où la psychologie humaine vient compliquer les choses. Les performances se sont améliorées, mais uniquement parce que les participants repéraient davantage les fausses informations. Donc cela ne les aidait pas du tout à mieux évaluer les informations vraies et crédibles? Pas du tout.
Et les infographies, elles non plus, n'ont pas amélioré de manière significative la capacité à distinguer les informations trompeuses des informations crédibles. Ce qui nous amène à la partie vraiment délicate pour les décideurs. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'identifier les fausses informations, mais aussi de savoir ce que les gens choisissent de partager avec leurs proches. Exactement. Et concernant le partage, le jeu complet a réduit l'intention de partager des titres trompeurs de 0,30 écart type sans affecter le partage des titres véridiques. C'est assez remarquable. Ça l'est vraiment. Mais le jeu court a produit un effet contre-productif. Il a réduit le partage des titres trompeurs de 0,33 écart type, mais il a aussi réduit le partage des titres non trompeurs. Waouh! Donc le simple fait d'exposer les gens à des exemples faux les a rendus méfiants de partager n'importe quelle information, même les bonnes. Exactement. Les utilisateurs sont devenus beaucoup trop prudents. La leçon politique est claire. Il peut être bénéfique de mettre en contraste les informations vraies et fausses afin d'éviter une méfiance généralisée envers toutes les informations de santé. Cela me fait penser à quelqu'un à qui on apprend à reconnaître les faux billets en ne lui montrant que des contrefaçons. Soudain, il ne fait plus confiance aux vrais billets non plus. C'est une analogie parfaite. Et cela nous conduit à notre deuxième enseignement principal, qui concerne la façon de diffuser ces outils via des plateformes de réseaux sociaux largement utilisées comme WhatsApp. Diffuser directement l'éducation en santé sur WhatsApp est tout à fait logique pour atteindre les personnes avec une faible maîtrise du numérique, plutôt que de les obliger à naviguer sur un site web impratique. Tout à fait. Cela offre un canal convivial et facilement extensible. Et les utilisateurs avaient réellement envie de recommander cette intervention à d'autres personnes, n'est-ce pas? Oui, les participants des deux versions du jeu, courtes et complètes, étaient plus enclins à la recommander que ceux qui avaient simplement consulté les infographies. Certains de nos auditeurs qui conçoivent des interventions publiques reconnaîtront immédiatement le dilemme ici. Comment éviter que les gens abandonnent en cours de route? C'est le compromis ultime entre l'attrition et l'évolutivité. Le jeu complet nécessitait un temps médian de 10 minutes pour être terminé, ce qui a naturellement entraîné plusieurs abandons lors de l'intervention. 10 minutes, c'est une éternité sur un smartphone. C'est vrai, le jeu court prenait 7 minutes, tandis que les infographies passives ne demandaient que 4 minutes. Les décideurs doivent donc bien définir l'objectif de leur intervention. Déployer largement des infographies demande très peu de ressources et permet d'atteindre un vaste nombre de personnes, mais les interventions actives et ludiques exigent davantage de temps de la part des utilisateurs, tout en produisant une résistance cognitive nettement plus forte. Cela montre que renforcer la confiance dans la santé publique ne consiste pas seulement à diffuser des faits, mais aussi à engager intelligemment l'esprit humain. Je suis tout à fait d'accord. Quand on prend du recul par rapport aux données, ce qui est enthousiasmant, c'est que nous disposons désormais d'outils évolutifs et vérifiables capables d'enseigner activement aux communautés à filtrer le brouhaha informationnel. C'est une avancée très prometteuse pour protéger la santé publique et renforcer une véritable résilience à l'ère numérique. À vous, Renos. Merci de vous joindre à nous. Vous trouverez le rapport complet sur notre site web en suivant le lien dans la description. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé des prochains épisodes. Et avant de partir, comment comptez-vous mettre en pratique ce que vous avez appris? Quel sujet aimeriez-vous que nous abordions ensuite? Nous serions ravis de le savoir. À bientôt.